Bonjour à tous, j'espère que cette journée sans vidéo a permis à votre âme, si toutefois elle existe, ou à votre hypokaiménon, si toutefois il existe, de se reposer après avoir enfin réussi à comprendre que nous existons tout de même. Malgré Hume, il y a bien un jeu qui peut dire jeu, et d'ailleurs un jeu qui peut s'adresser à vous et vous faire exister par la même occasion. Voilà. Alors, nous allons revenir à l'actualité immédiate. Je pense que vous savez désormais que vous n'aurez pas d'examen à la fin de l'année. Alors, ça c'est une chose dont je me suis réjoui. Pourquoi? Parce que nous allons enfin pouvoir faire de la philosophie. Je ne suis plus censé vous préparer un examen, puisqu'examen il n'y aura pas, donc ça veut dire que nous allons vraiment réfléchir. Nous allons sortir d'une réflexion un peu scolaire pour pouvoir entrer dans la philosophie. Et ça, je m'en réjouis pour vous. Alors peut-être que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, en tout cas, c'en est une pour moi. Voilà, donc aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, nous allons faire une petite pause pour récapituler un peu tout ce que nous avons vu depuis qu'on s'est occupé de notre conscience, de notre âme, bref, de nous-mêmes. Alors, que s'est-il passé dans l'histoire de la philosophie? Eh bien, nous sommes partis d'Aristote, parce que chez Platon, c'est extrêmement complexe. Je ne peux pas dire je peux dire mon âme. Et en fait, c'est l'âme qui est le sujet de tout chez Platon. Le jeu passe d'une certaine manière, le jeu de Socrate passe à l'arrière-plan, puisque seule son âme est importante et seule son âme à part aux idées, à la vérité, au vrai, au bon, au bien. Avec Aristote, je vous avais prévenu qu'il fallait vraiment dégager la notion d'âme de tout aspect psychologique. Sinon, on ne peut pas comprendre Aristote. Ce que fait Aristote, c'est tout simplement de la physiologie ou de la biologie. C'est-à-dire qu'il va expliquer l'existence des êtres, quels qu'ils soient. Il va expliquer l'existence des êtres comme cette dualité âme-corps, sachant que l'âme est la forme d'un corps. Voilà. Alors ensuite, nous nous sommes transportés chez saint Thomas. Et chez saint Thomas, qu'avons-nous remarqué? Eh bien, nous avons remarqué que surgit de manière claire, en tout cas, cette idée d'un subjectum, d'un quelque chose qui se tient dessous et qui serait le sujet d'attribution de l'âme et du corps. C'est-à-dire qu'il y aurait ce sujet, cette chose qui se tient dessous, et qui pourrait dire mon âme, mon corps, c'est-à-dire attribuer à soi à la fois la réalité corporelle et tout ce qui l'affecte, et à la fois la réalité spirituelle et tout ce qui l'affecte. Alors, par réalité spirituelle, c'est tout ce qui concerne l'intelligence, la volonté. Bien. Avec Descartes, nous avons vu que ce jeu qui existe, ce jeu dont il est affirmé qu'il existe, eh bien, a quand même quelques petits problèmes, puisque je suis une chose pensante ne signifie pas qui je suis. Alors, c'est peut-être là qu'il va falloir faire porter le fer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'histoire de la philosophie, c'est aussi l'histoire des philosophes. Et les philosophes ont la fâcheuse habitude de penser qu'ils sont au centre du monde et que la manière dont ils réfléchissent est constitutive de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'avec Descartes, nous entrons dans la philosophie dite moderne, mais cette philosophie dite moderne va se concentrer sur le phénomène de la connaissance. On avait déjà ça
d'une manière un peu cachée chez saint Thomas. Pourquoi? Parce que chez saint Thomas, la béatitude, c'est-à-dire, pour ne pas faire de théologie, la béatitude comme expression de la finalité de ce pourquoi nous sommes faits, donc la réalisation de la perfection dans l'humanité, eh bien, la béatitude est comprise par saint Thomas sous le sceau de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est l'intelligence qui va contempler l'objet suprême auquel elle peut se rapporter, à savoir Dieu. Mais vous voyez bien que ce qui est en question, c'est ce rapport de connaissance, déjà chez saint Thomas. Alors Descartes va accentuer ça de manière redoutable. J'existe, mais j'existe comme sujet connaissant. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui va constituer l'individu humain va être rapporté à un mode, une manière d'être de cet individu, qui est l'individu connaissant. Alors bien sûr que nous sommes des êtres connaissants, enfin, ça va de soi, mais on n'est pas que ça. Je vous ai dit tout au long de l'année que vous n'êtes pas des cerveaux sur pattes et que vous avez un corps, que vous avez des émotions, que vous avez des sentiments, etc., etc., etc. Et tout ça, ça constitue la condition humaine. Or, tout cet aspect, avec Descartes, a été abandonné purement et simplement. Lorsque nous allons chez Locke, avec ses problèmes de constitution de l'identité personnelle, si on regarde bien, que fait Locke? Eh bien, il reprend cette espèce de modèle d'un homme qui connaît et qui se connaît. Et qui se connaît. Et Hume va en tirer les conséquences. Eh bien, cet homme qui se connaît, il est évanescent. Il se dilue sans cesse dans des affections incertaines, dont aucune ne peut guider, ne peut amener cette connaissance de soi, cette conscience. Alors, si nous voulons décrire la condition humaine de manière à peu près adéquate, enfin en tout cas essayer, nous sommes confrontés à un problème avec l'histoire de la philosophie jusqu'à Hume et jusqu'à Kant. Mais Kant, on le verra de manière un peu plus précise après les vacances. Nous sommes confrontés à un problème, suis-je seulement une capacité cognitive, c'est-à-dire la faculté de connaître? La réponse assez immédiate et évidente, c'est de dire non, nous ne sommes pas ceci. Alors, nous existons comme connaissants, bien sûr, mais nous existons aussi comme des gens qui aiment, qui haïssent, comme des gens qui veulent. Vous voyez que là, je fais référence à Descartes, etc., etc. Et grâce à saint Augustin, on va dire, nous avons pu comprendre que ce que nous sommes, ça n'est pas quelque chose qui est antérieur, qui est au-delà, qui est en dessous de ce que nous voulons, de ce que nous savons et de ce dont nous nous rappelons. Ces trois, j'avais essayé de vous expliquer que dans le De Trinitate, ces trois choses constitutives, ces trois facultés constitutives de l'être humain, mémoire, volonté, intelligence, en réalité ne se distinguent pas. C'est-à-dire que lorsque j'utilise ma mémoire, eh bien c'est aussi une faculté de connaissance et c'est aussi une faculté de volonté. Lorsque j'utilise mon intelligence, eh bien, je ne peux pas le faire sans mémoire et sans volonté. Lorsque j'utilise ma volonté, je ne peux pas le faire sans mémoire et sans intelligence. Donc, ces trois facultés de l'âme sont imbriquées l'une dans l'autre, on va dire, et ne peuvent jamais être comprises comme séparées les unes des autres, et surtout, comme étant, comment dirais-je, des attributs ou des facultés de quelque chose, qui serait moi, pourquoi pas. Moi, je suis la mémoire, moi, je suis l'intelligence, moi, je suis la volonté, et moi, je suis
Bon, je vais employer un terme théologique, tant pis pour vous. Moi, je suis la péricorèse des trois. C'est-à-dire que moi, je suis ce mouvement incessant qui fait que la mémoire passe dans l'intelligence et la volonté, en même temps que la volonté passe dans la mémoire et l'intelligence, et en même temps que l'intelligence passe dans la mémoire et la volonté, etc., etc. Elles ne se distinguent, ces trois facultés, chez saint Augustin, que lorsqu'on les rapporte à ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire lorsque je dis je me souviens de quelque chose. C'est-à-dire lorsqu'on les rapporte à leur objet. Mais lorsque on essaie de les percevoir en elles-mêmes, eh bien, elles sont d'une certaine manière trois réalités distinctes, certes, mais trois réalités qui n'en forment qu'une, et cette réalité qui est formée, eh bien, c'est vous et c'est moi. Donc avec saint Augustin, nous pouvons sortir de cette ornière d'un homme bloqué dans la connaissance. Ça veut dire que ce qui nous attend maintenant, ça va être d'essayer de comprendre comment nous existons, certes comme connaissants, mais beaucoup plus que comme connaissants. Il va falloir que nous prenions en considération que lorsque nous parlons de la conscience de soi, c'est-à-dire de ce sentiment intérieur qui fait que je me perçois moi-même comme moi-même, eh bien ce sentiment intérieur dont on n'arrive pas comment dirais-je, dont on n'arrive pas à donner le mode de constitution, c'est-à-dire la manière dont nous parvenons à cette conscience de nous-mêmes, eh bien, il va falloir envisager que tout ceci va devoir être pris dans une réalité qui est infiniment plus vaste que la question de la connaissance. Je me connais moi-même, sauf que lorsque je dis je me connais moi-même comme moi-même, je me reconnais moi-même comme moi-même. Et vous voyez que lorsque je dis je me reconnais moi-même comme moi-même, eh bien, il y a la mémoire qui va jouer. Dans cette intelligence que je peux avoir de moi-même, je ne peux pas faire abstraction du fait que ma mémoire joue actuellement. Et en même temps, je ne peux pas faire abstraction du fait que, à l'intérieur de ça, va jouer ma volonté, c'est-à-dire ma liberté. Je me reconnais libre. Si je me reconnais moi-même comme moi-même, je me reconnais dans ma liberté d'exister. Donc vous voyez que c'est tout ça qu'il va falloir que nous mettions en œuvre les jours qui viennent. Alors, nous allons faire un bond dans le temps. On va passer au-dessus de Kant. Non pas que Kant ne soit pas important, mais enfin sur la question en tout cas, mais c'est parce que je souhaiterais que nous le regardions de manière un peu plus précise. Et nous allons essayer, alors demain, je vous donne rendez-vous parce que en 20 minutes maximum, nos scénaristes qui là montrent leur aspect extrêmement pervers, nos scénaristes ont prévu qu'en 20 minutes, je vous explique un des textes les plus difficiles de l'histoire de la philosophie, à savoir la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que Hegel va tenter de réintroduire, de réinjecter, on va dire, dans ce que Hegel va appeler la conscience. Alors attention, parce que ça n'a pas le même sens que chez Locke, etc., mais ça vous êtes habitués. Donc Hegel va essayer de réinjecter dans la conscience un peu de chair, un peu de réalité bien vivante. Voilà. Alors, j'espère que nos scénaristes vont avoir de bonnes idées parce que c'est à peu près mission impossible. Donc, je vous dis à demain, parce que demain sera pour vous un grand moment de solitude. À demain.